Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc, pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse, représentée ce soir par Catel Prigent, en association également avec Dailymotion. Et bien sûr, Perrine Tarnaud de Public Sénat sera avec nous à la fin de cette édition. Il est des moments difficiles dans la vie d'un ministre de l'Intérieur, particulièrement et douloureusement lorsqu'un manifestant meurt lors d'un moment de tension extrême avec les forces de l'ordre. On a tous à l'esprit la mort de Malek Oussekine en 1986. La compassion manifestée pour la famille de Rémi Fraisse s'accompagne de l'indispensable recherche de vérité à laquelle vous avez décidé d'apporter votre concours, bien sûr. Mais vous suspendez l'utilisation des grenades offensives. Il s'agit donc d'une bavure. Non, il ne s'agit pas d'une bavure. On ne peut pas présenter les choses ainsi. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de Malek Oussekine. Les deux situations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On sait les circonstances dans lesquelles Malek Oussekine avait été poursuivi, frappé et avait trouvé la mort. Là, nous sommes dans un tout autre contexte. Nous sommes dans un contexte où, au terme de procédures de droit respectées, une installation a été autorisée, contestée par un certain nombre de groupes et de manifestants. Cette contestation, elle est légitime dans la République. On peut toujours contester. Et le rôle du ministre de l'Intérieur est de faire en sorte, lorsqu'il y a des contestations et des manifestations, qu'elles puissent se dérouler dans le respect de la sécurité, de l'intégrité physique des manifestants. Du drame incombe aux manifestants. Non, je dis qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs semaines des violences répétées. Il y a eu 56 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Il y a eu 81 procédures judiciaires ouvertes, dont 39 pour des raisons qui tenaient à des violences commises à l'encontre des forces de l'ordre. Je n'ai cessé au cours des dernières semaines, alors que le dossier de Sivins n'est pas un dossier géré par le ministère de l'Intérieur, même pas par l'État français, puisque c'est un dossier dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité locale. Le Conseil général du Tarn. D'appeler au calme et à la responsabilité. Et si une grande partie des manifestants de Sivins, y compris du week-end, étaient pacifiques, il y avait à l'intérieur des manifestants plusieurs centaines de personnes désireuses d'en découdre. Est-ce que c'était le cas de Rémi Fraisse, d'après vos informations? Les informations qui me sont communiquées, que ce garçon était un garçon pacifique, qui n'avait pas ce profil, mais l'enquête établira les conditions dans lesquelles les événements se sont produits. Alors, et moi, tous les jours, dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur depuis des semaines, je suis confronté à des violences, je suis confronté à des exactions. Ça a été encore le cas à Gaillac, ça a encore été le cas à Nantes, ça a encore été le cas à Albi, avec des forces de l'ordre qui essaient de faire en sorte que des biens et des personnes soient protégées. Est-ce que ce drame est un échec de la police pour vous et donc du ministre de l'Intérieur? Mais c'est un échec de la société parce qu'il y a trop de violence. De la gendarmerie. Mais on l'établira. Pourquoi faut-il, alors même qu'une enquête judiciaire est en cours, qu'elle n'a pas fait connaître son verdict? Parce que le procureur d'Albi néanmoins privilégie la thèse d'un décès donc dû à une grenade offensive lancée par les gendarmes. Bien entendu que c'est l'hypothèse qu'il privilégie. Mais on n'est pas au terme de l'enquête. Il faut déterminer si cette grenade a été lancée dans le respect des principes qui régissent le Code de la sécurité intérieure et du droit. Il peut très bien y avoir eu ce drame dans un contexte sans pour autant que de faute ait été commise. Il faut quand même, dans le climat de tension et de violence qui existe non seulement en France mais dans d'autres pays d'Europe, quand on a une parole publique, avoir une parole responsable. Et moi, je sais qu'il y a tous les jours des policiers et des gendarmes qui exposent leur vie pour assurer la sécurité des Français. Il y a chaque année des policiers, des gendarmes et des pompiers qui perdent leur vie pour assurer la sécurité des Français. J'étais, il y a de cela quelques semaines, aux obsèques de Sandrine Mortas dans l'Eure, qui laissait 3 enfants. Et à ce moment-là, je n'ai pas entendu beaucoup de déclarations. Donc je souhaite simplement apporter mon soutien aux forces de l'ordre qui font un travail difficile. Et il est normal que le ministre de l'Intérieur exige que l'engagement des forces de l'ordre se fasse dans le strict respect des règles et du droit républicain. C'est le cas du travail fait par les forces de l'ordre. Il peut y avoir des problèmes, il appartient à la justice de dire quels sont ces problèmes. Et par conséquent, moi je souhaite que tous ceux qui aujourd'hui accusent, tous ceux qui aujourd'hui s'indignent et s'insurgent, veuillent bien attendre, parce que j'imagine qu'ils sont soucieux comme moi du respect de l'état de droit, que la vérité fasse son chemin. Ça n'est pas une bavure. Et qu'on laisse la justice faire ce travail. Ça n'est pas une bavure des forces de l'ordre, dites-vous, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls. Je dis simplement, Monsieur Grossier, qu'il y a une enquête et que je souhaiterais qu'on laisse la justice
faire cette enquête. J'ai pris un engagement parce que je partage au plus profond de moi-même, précisément parce que je suis ministre de l'Intérieur, cette souffrance de la disparition de ce jeune garçon. Comme d'autres élus politiques, j'ai des enfants qui ont l'âge de ce jeune garçon qui est mort. Et par conséquent, je suis dans un sentiment de profonde tristesse. Et même si chacun exprime les choses à sa manière, selon son tempérament, et se manifeste à l'égard de la famille comme il estime devoir le faire, dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, précisément parce que j'ai cette fonction, j'ai ressenti cela comme une blessure. Et par conséquent, je veux la vérité sur cette affaire. Pour cette raison-là, cette vérité, elle est un devoir moral, elle est un devoir d'État. On la doit à la famille et je me battrai heure après heure pour que cette vérité soit possible. Pour le Front de gauche, une façon pour le gouvernement aujourd'hui d'assumer sa responsabilité serait que vous quittiez vos fonctions. Que répondez-vous au parti de Jean-Luc Mélenchon? Il y a toujours des gens qui chassent en meute, qui demandent des têtes avant même que la justice n'ait fait son travail. Sont souvent d'ailleurs les mêmes qui prétendent porter la République en bandoulière. Mais quand on est soucieux des règles de la République, on attend que la justice fasse son œuvre. On ne fait pas des déclarations qui sont de nature à faire pression sur elle. On ne procède pas à des accusations si l'on ne sait pas. Et on se renseigne sur les conditions dans lesquelles les faits se sont produits avant d'avoir des propos définitifs. Et par ailleurs, on ne peut pas à la fois tous les jours, par des propos outranciers, par des invectives, créer un climat et s'étonner ensuite des conséquences du climat. Donc aujourd'hui, vous êtes fort de la confiance qu'a réitéré d'ailleurs le Premier ministre à votre endroit. Hein. Mais je suis surtout fort de l'exercice que je fais de ma conscience. Parce que quand on est dans une responsabilité comme la mienne, on sait les instructions que l'on donne, on sait la déontologie que l'on veut faire prévaloir, on sait la sincérité que l'on met sur le métier. Et on ne se laisse pas impressionner par des acteurs qui ne font que de la polémique, et qui ne font que de la petite politique, en ayant assez peu le souci des valeurs et des principes. Alors, moi, je suis profondément républicain. Oui. J'ai été dans l'opposition pendant des années à l'Assemblée nationale. J'ai eu, comme vous le savez, à mener des enquêtes parlementaires sur des drames qui avaient conduit au décès de ressortissants français. Je pense à Karachi, 14. Mais moi, jamais je n'ai mis en accusation tel ou tel adversaire politique si j'estimais que les faits ne le justifiaient pas. Parce que il y a une éthique de l'action publique, il y a une éthique de la responsabilité. Alors justement, et moi, je ne suis pas de ceux qui chassent en meute. Alors d'accord, donc vous semblez viser là certains écologistes hein, non, dans vos critiques notamment. Je ne vise pas, je ne vise personne. Est-ce que vous les estimez quand même en partie responsables des violences, je comprends que, comme l'a dit François Fillon? Si vous me permettez 2 secondes, je ne vise personne en particulier, parce que moi, je ne suis pas dans le désir de la polémique. La polémique, je la subis. Je subis des accusations. J'ai entendu ce matin que l'on disait que j'étais responsable de la mort de ce jeune garçon. Et bien entendu, vous imaginez ce que cela peut signifier lorsque l'on est un ministre de l'Intérieur profondément républicain et attaché à un certain nombre de valeurs, que d'entendre cela à l'emporte-pièce. Vous notez que c'est dans les rangs de la gauche que l'on entend cela, à droite, au centre, mais vous n'avez pas ces critiques? Moi, ce que je vous dis simplement ce soir, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui m'importe. 1, la vérité. 2, la responsabilité. Et je ne serai pas, précisément parce que je suis ministre de l'Intérieur, dans un contexte où il y a des tensions, où il y a des violences, de ceux qui font des phrases pour ajouter de la tension à la tension et attiser des flammes en s'étonnant après qu'il y ait le feu. Est-ce que vous pensez que la famille de Rémi Fraisse va se sentir renforcée dans sa plainte pour homicide volontaire, au vu des dernières informations, même si vous nous dites que l'enquête n'a pas encore totalement abouti? Mais je vous ai dit que j'estime qu'il n'y a qu'une chose que l'on doit à la famille de Rémi Fraisse, c'est la vérité. La famille de Rémi Fraisse a déposé plainte. Elle attend que la vérité soit faite parce qu'elle est dans une incommensurable et insondable souffrance, dans un grand chagrin, et cette vérité, on la doit. Et cette plainte permettra aussi à l'enquête de se dérouler et d'atteindre son but. Encore une question, semble-t-il, le président du département du Tarn va suspendre le projet. C'est une information, en tous les cas, de Jean-Vincent Plessé, qui a eu donc des confidences. Vous considérez effectivement qu'on ne peut plus aujourd'hui construire un barrage sur un cadavre, comme l'a dit Noël Mamère? Moi, je ne commande pas des confidences. Il y a eu... Ça, c'est une décision, manifestement.
Mais je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Ce que je peux simplement dire, c'est que dans le respect des principes républicains, il y a le respect du droit. Si l'on veut l'apaisement, il faut trouver la paix dans le respect du droit. Ça doit être au moins un sujet sur lequel tous les républicains tombent d'accord. Et dans cette affaire, quoi qu'on pense du projet, on a le droit d'exprimer ce que l'on pense et de manifester contre ce projet si on n'y est pas favorable. Toutes les procédures de droit ont été respectées. Ensuite, il appartient au maître d'ouvrage de définir la suite qu'il souhaite donner à ce dossier. Alors, on va évoquer les collectivités territoriales qui sont soucieuses de leurs prérogatives, mais aussi de leur survie, dans le cadre donc de la réforme que Manuel Valls est venu défendre avec vous devant les sénateurs. Le Premier ministre affirme qu'il veut tenir compte des propositions du Sénat, mais justement, le Sénat a dessiné une carte de 15 et non pas 13 régions, et là, vous dites non d'emblée. Non, il va y avoir un débat au cours des prochaines heures auxquelles je vais participer, puisque c'est moi qui porterai ce texte devant le Sénat. Le débat n'est pas la renonciation de chacun à dire ce qu'il pense. Bon, nous connaissons la position du Sénat, elle a été exprimée au travers les amendements adoptés par la commission spéciale. Ces amendements, d'ailleurs, concernant la carte, apportent deux modifications à celles qui avaient été adoptées à l'Assemblée nationale et qui n'étaient pas la carte du gouvernement, puisque les parlementaires députés avaient eux-mêmes apporté des modifications. C'est la disjonction de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon et la disjonction de l'Alsace de la grande région Est. Le gouvernement n'est pas favorable à ces amendements et il va donc par conséquent l'exprimer. Et un débat, c'est bien entendu d'autant plus riche que chacun exprime sa position dans le respect de l'autre. C'est bien aussi d'écouter, de retenir des propositions. Mais bien entendu, prenons par exemple le cas de l'Alsace. Bon, les Alsaciens disent qu'il faut absolument que l'Alsace soit reconnue dans son identité. Mais moi, c'est un discours que je comprends parfaitement. C'est d'ailleurs un très vieux sujet. Oui, vous l'avez rappelé lors des questions d'actualité. L'historien Jean-Marie Meyer appelait ça la région mémoire. Depuis le début du XVIIIe siècle, les intendants du roi se faisaient rappeler les principes qui devaient régir l'Alsace. C'est un vieux sujet. Mais moi, je considère qu'il n'y a pas d'antinomie entre le respect de l'identité alsacienne, dont je comprends qu'elle souhaite s'exprimer et qui est une richesse pour notre pays. Et son élargissement. Et je vais vous dire pourquoi d'ailleurs, je porterai ça au débat tout à l'heure. Strasbourg, comme capitale européenne, a cessé d'être attaquée. Au point qu'un certain nombre de parlementaires européens engagent toute une série de démarches pour remettre en cause le statut de Strasbourg comme capitale européenne. Et nous, Français, nous dirions que Strasbourg doit être défendue comme capitale européenne, mais que nous n'aurions pas suffisamment confiance en elle pour en faire la capitale d'une grande région. Chercher la cohérence. On verra le poids de cet argument, Bernard Cazeneuve. L'UMP, en tous les cas, certains évoquent un risque constitutionnel, en raison, c'est vrai, du caractère hybride de la réforme, puisque elle va faire se juxtaposer plusieurs organisations pour un même territoire, pour un même échelon. Et là, il y aura une métropole, là, il y aura encore un département rural, et ailleurs, ce seront des intercommunalités. Non, mais est-ce que ça n'est pas étrange? Bon, d'abord, et peut-être anticonstitutionnel. Je ne crois pas cela, parce que jamais le principe d'unité et d'indivisibilité de la République n'a reposé sur l'idée qu'il n'existait aucun droit au territoire de s'organiser en fonction de ce que sont leurs spécificités, leurs configurations. D'ailleurs, en France, toutes les collectivités locales ne sont pas organisées de la même manière. Vous n'avez pas les mêmes intercommunalités dans tous les départements de France, entre la grande métropole lyonnaise et puis des départements ruraux où il y a un émiettement des structures intercommunales. On voit bien qu'il y a des réalités, des différences. Et le Conseil constitutionnel a toujours veillé à ce que l'on articule diversité et unité de la République. Il faut parler des départements, parce que là c'est encore flou. On n'a pas très bien compris le nombre de départements ruraux qui vont subsister, sachant que la semaine dernière à votre place, c'est Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, qui était là et qui avait trouvé un peu théâtral finalement cet accord qui a été obtenu à la suite d'un chantage des radicaux de gauche, il faut le dire. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça, parce que la première fois que le Premier ministre s'est exprimé sur la question de la suite qu'il donnerait à l'avenir des départements, il l'a fait à l'Assemblée nationale et au Sénat avant que cet accord n'intervienne, bien avant que cet accord n'intervienne. Parce que précisément, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si nous sommes dans l'écoute, nous le sommes. Et c'est parce que nous avons entendu un certain nombre d'inquiétudes qui montaient des territoires, et notamment des territoires ruraux, qui craignent la relégation, que nous avons décidé sur les départements de prendre une position. Il y a une méthode qui a été définie. Et il y aura 3 situations. La première situation, c'est celle
où il y a des très grandes métropoles dans les départements qui peuvent fusionner avec les conseils départementaux. C'est le cas de ce qui s'est passé à Lyon. Il y a des départements dans lesquels il y a une intercommunalité qui est suffisamment montée en puissance et qui structure suffisamment le territoire. Et les départements ruraux, combien? Ou les départements. Tout cela va se définir dans le débat. Les départementales, les élections départementales, c'est au mois de mars. Les régionales, ce sera en décembre de l'année prochaine. Et quand on interroge tous les élus, enfin vous les fréquentez, ils annoncent tous une bérésina, ils sont à catastropher à l'avance. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils gardent confiance? Et je leur dis que les seuls combats qu'on perd sont ceux qu'on ne mène pas. Et que si la gauche s'employait à valoriser tout ce qu'elle fait dans l'exercice du gouvernement, dans un contexte extrêmement difficile, pour des raisons qui tiennent à la situation que nous avons trouvée, au climat économique européen, au climat politique global, elle aurait moins de... Mais on a toujours une responsabilité en politique, il faut l'assumer. Mais je vais prendre un exemple. Lorsque la semaine dernière, nous décidons de la diminution des prélèvements sur les plus modestes des Français de 1 milliard d'euros et que dans le même temps, la gauche parle à la gauche sans se préoccuper de valoriser ce qu'elle fait pour essayer de faire en sorte qu'il y ait davantage de justice, il ne faut pas dès lors s'étonner qu'il y ait quelques difficultés à mener campagne. Aux frondeurs, à qui vous rappelez que la première tranche de l'impôt sur le revenu va être supprimée. Je fais allusion à tous ceux qui, à gauche, font des phrases à destination d'eux-mêmes plutôt que d'avoir un discours à la destination des Français. Alors, il en sera question tout à l'heure avec Perrine Tarnaud, mais tout de suite, c'est Catel Prigent de l'AFP qui va nous rejoindre, Monsieur le ministre de l'Intérieur. On va donc évoquer d'autres dossiers importants dont vous avez la charge, la menace terroriste, bien sûr, et notamment, par ailleurs, Calais qui craque, on le sait de partout, au risque d'exploser. Calais qui vous attend et où se sont rendus Samia Dechir et Sébastien Borgeaud. C'est un balai incessant. Au péril de leur vie, des migrants traversent chaque jour la rocade pour rejoindre le port de Calais. Lorsqu'elle est embouteillée, ils prennent d'assaut les camions en groupe pour se cacher à l'intérieur et tenter leur chance vers l'Angleterre. En attendant la barrière financée par les Anglais qui sera posée le long de la route, 100 policiers ont été envoyés en renfort la semaine dernière par le gouvernement. Un effet d'annonce pour ce représentant syndical. La solution n'est pas pérenne. Je pense que d'ici quelques semaines, les 100 fonctionnaires qui sont arrivés vont partir. Ce sont des unités mobiles. On aura répondu à une situation d'urgence. Autre promesse du ministère de l'Intérieur, le financement d'un lieu d'accueil de jour. La mairie a proposé de mettre à disposition ce centre pour organiser la distribution des repas et des soins. Seulement, pour ne pas créer un nouveau Sangatte, le gouvernement ne prévoit pas d'hébergement de nuit. Et surtout, depuis la dernière visite du ministre de l'Intérieur, la mairie n'a plus aucune nouvelle du projet. J'ai dit au ministre, parce que je l'ai vu début octobre, j'ai dit, monsieur le ministre, si dans 10 jours, il gèle, il neige, on se retrouve à -5 ou -10, vous faites quoi? Je n'ai pas de réponse. Car l'hiver approche et cette année, ce sont plus de 2000 migrants qui pourraient dormir dehors. Avec les conflits libyens puis syriens, leur nombre a doublé dans Calais. Une situation qui exaspère les habitants. Mais dans leur grande majorité, ceux que nous avons rencontrés se montrent solidaires des migrants. C'est d'abord grâce aux dons et aux bénévoles que l'association Salam distribue chaque soir des repas à 2 pas de la mairie. La colère, hyper médiatisée, ce n'est pas contre les migrants qu'elle s'exprime. C'est un manque de courage politique, un manque de courage des gouvernants successifs. Mais il y a des solutions. Au niveau de l'association, on a prôné par exemple la mise en place de camps de type HR, avec des tentes genre militaires. Pour les associations, pas de solution policière donc, car les contrôles ne dissuadent pas les migrants, comme Khaled, qui s'est déjà fait prendre une 20aine de fois à bord d'un camion. Même s'il y a beaucoup de policiers, j'essayerai d'aller là-bas. Rien ne peut m'arrêter, j'essayerai encore, encore et encore. Il y a 3 jours, l'un de ses amis a réussi à passer en Angleterre. Là-bas, dit-il, les demandeurs d'asile sont nourris et logés. Voilà, bonsoir Catel Prigent. Bonsoir. Notre journaliste de l'AFP est là pour vous interroger notamment sur Calais. Ma première question, avez-vous une réponse à apporter à la maire de Calais qui visiblement en attend une? J'ai reçu à 2 reprises Madame la maire de Calais. Je lui ai apporté une réponse, elle le sait. Elle fait un peu de politique. C'est son droit. Mais moi je suis en charge de trouver des solutions qui n'ont pas été trouvées depuis des années d'ailleurs, parce que ça fait des années que ce problème
est présent à Calais. Quelle est la réponse que j'ai apportée? D'ailleurs dans l'opposition. Bien entendu, c'est d'ailleurs pour ça que comme ministre de l'Intérieur, je m'emploie à les mettre en œuvre. Quelles sont les solutions que j'ai proposées à Natacha Bouchard? D'abord, je lui ai dit que je souhaitais que tous ceux qui relèvent de l'asile en France le demandent à Calais, plutôt que d'essayer de passer dans des conditions périlleuses en Grande-Bretagne. Et par conséquent, elle sait, puisque je le lui ai dit, que j'ai renforcé les moyens de l'administration en charge de l'asile sur place pour convaincre les migrants de demander l'asile en France et les sortir des griffes des acteurs de l'immigration irrégulière, premièrement. Deuxièmement, je lui ai indiqué que j'allais poursuivre les retours à la frontière pour ceux qui relèvent de l'immigration irrégulière, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Troisièmement, je lui ai indiqué que j'étais tout à fait d'accord pour qu'on mette en place un accueil de jour pour faire en sorte que les migrants ne soient pas confrontés à la faim, au froid, à des problèmes sanitaires, ce qui jusqu'à présent n'avait pas été fait, notamment par les gouvernements que soutenait Mme Bouchard et qui survolaient Calais, qu'ils appelaient la jungle en hélicoptère. Ce n'est pas ce que je vais faire. C'est une date sur cet accueil. Oui, mais enfin, la date, elle sait très bien qu'elle a un accord, elle sait très bien que j'ai donné mon accord sur ce site, elle sait très bien qu'il y a des réunions interministérielles qui sont tenues cette semaine, à l'occasion desquelles nous avons débloqué des financements, et elle sait parfaitement que je me déplacerai à Calais dans les prochains jours. Dans les prochains jours Oui, dans les prochains jours, dans le courant du mois de novembre. Moi, je n'ai pas souhaité aller à Calais pour faire du spectacle. Faire des déclarations. Qui était la semaine dernière, Marine Le Pen ou d'autres, encore une fois, qui ont survolé Calais en hélicoptère en faisant des grandes déclarations, en disant qu'ils avaient tout réglé sans n'avoir apporté aucune solution. J'irai à Calais pour mettre en œuvre concrètement les dispositifs sur lesquels je me suis mobilisé, pour lesquels l'État a décidé de mettre en œuvre des financements. D'abord pour rencontrer les forces de police. Les 100 policiers supplémentaires que j'ai alloués à Calais pour faire face à la situation resteront à Calais aussi longtemps que la situation sera celle-ci, contrairement à ce que je viens d'entendre. Deuxièmement, j'irai aussi pour constater le dispositif de sécurisation du port, pour lequel j'ai négocié avec les Britanniques au cours des dernières semaines un dispositif de financement qui les engage. C'était quand même plus malin que de dénoncer les accords du Touquet sans contrepartie. Troisièmement, j'irai aussi pour indiquer quels sont les moyens que l'État mobilise pour assurer le fonctionnement de cet accueil de jour. J'irai aussi pour expliquer les moyens que nous mobilisons, et je rencontrerai les acteurs de l'OFPRA, pour faire en sorte que les migrants demandent l'asile à Calais. Moi, je ne suis pas, pardonnez-moi, je termine sur ce point. Moi, je ne suis pas un ministre de l'Intérieur qui fait des phrases tous les jours, sans apporter de solution. Il y en a eu. Il s'étonne d'ailleurs que je fasse moins de phrases qu'eux. Mais moi, ce que j'essaie, c'est de faire en sorte qu'il y ait des solutions concrètes. Et j'y ai travaillé au plan européen, à travers la tournée de cet été, qui a abouti à des décisions du Conseil européen qui reprennent très exactement les propositions que j'avais faites pendant l'été, qui ont été validées par toutes les capitales européennes, on pourra en parler. Je l'ai fait en mobilisant les Britanniques à travers ce plan de 15 millions d'euros pour qu'il y ait des solutions humanitaires et de sécurité du port à Calais. Et je l'ai fait en prenant mes responsabilités comme ministre de l'Intérieur pour qu'il y ait une solution aussi française à Calais. Pourquoi ne faire qu'un accueil de jour? Pourquoi pas un accueil jour et nuit? Parce que l'accueil de nuit est un accueil qui relève du plan grand froid, qui mobilise d'autres ministères que le mien. Et sur ce sujet aussi, l'État prendra ses responsabilités. Ça veut dire que vous ne considérez pas ces migrants comme des réfugiés, donc, mais comme des clandestins? Mais pas du tout, puisque je viens de vous dire que ces migrants qui relèvent de l'asile en France, je souhaitais qu'on leur propose l'asile. Et que vous avez un pourcentage de migrants susceptibles de demander l'asile en France sur les 1400 à 1500 migrants? Il constitue à Calais une majorité, mais pour l'instant, sur cette démarche, je n'ai pu obtenir un accord que de 100 migrants, parce que ces migrants sont entre les mains des passeurs, c'est-à-dire des acteurs des filières de l'immigration irrégulière. J'en profite d'ailleurs pour dire à Mme Le Pen, qui est allée faire tout un sketch à Calais sur le thème « Le gouvernement est mou et ne réagit pas contre les filières de l'immigration irrégulière », que le nombre de filières de l'immigration irrégulière que nous avons démantelé en 2014 est 30% supérieur à ce qui avait été fait en 2013. Et en 2013, c'était 30% supérieur de ce qui avait été fait en 2012. C'est plus de 200 filières de l'immigration irrégulière en 2014 que nous avons démantelé. Est-ce que cette augmentation aussi de démantèlement de filières n'est pas aussi proportionnelle à l'augmentation de migrants? Non, mais il y a aujourd'hui, il faut le savoir, il faut que tout le monde le comprenne, des filières organisées du crime au plan mondial
qui sont de véritables acteurs de la traite des êtres humains. Et qui profitent de Schengen passoire. Mais pas du tout. Ce qui s'est passé, là aussi je vais répondre, ce qui s'est passé depuis des mois, c'est quoi? Ce sont des acteurs de l'immigration irrégulière qui sont encore une fois de véritables criminels, qui, face à des hommes et des femmes désespérés en Afrique du Nord, leur ont dit prenez des embarcations de fortune en prélevant sur ces personnes un véritable impôt sur la mort. Les ont mis de plus en plus nombreuses sur des embarcations de plus en plus frêles, sous prétexte qu'il y avait une opération italienne qui s'appelait Mare Nostrum, qui était une opération de sauvetage en mer. Moyennant quoi, cette opération a sauvé plus de vies, mais à la fin, il y avait plus de morts. Et ces acteurs de l'immigration irrégulière, ils sont en Afrique du Nord, en lien avec d'autres filières du crime organisé. Ils sont en Italie et en Europe, et parfois dans nos gares. Et ils sont aussi à Calais, et ils sont aussi en Grande-Bretagne. Et je suis résolu à démanteler ces filières. Et comment est-ce qu'on le fait? J'ai demandé aux Britanniques d'agir en liaison avec nos polices et nos services à Londres comme à Calais. Et nous agissons ensemble pour que ces filières soient démantelées aussi sur le pays de destination. Nous agissons avec les pays de la bande sahélo-saharienne pour démanteler ces filières. Je me suis rendu en Mauritanie il y a de cela peu de temps pour arrêter avec les pays de l'Afrique du Nord des dispositifs de coopération qui permettent ce démantèlement, et nous le faisons dans nos gares, dans nos aéroports. J'ai par exemple récemment fait une visite à la gare du Nord pour constater avec les effectifs de la police nationale l'importance du travail de démantèlement des filières de l'immigration irrégulière qui a été effectué. Donc lorsque Mme Le Pen dit qu'il y a un laxisme gouvernemental sur les filières de l'immigration irrégulière, c'est un bobard. Est-ce que justement sur cette migration plus globale en Europe, il faudrait revoir Schengen, sans parler forcément... Et là aussi sur la question de Schengen, le problème n'est pas de savoir si... On suspend notre appartenance à cet espace? Prenons le sujet sérieusement, 2 secondes. La question de Schengen n'est pas tant le texte du code Schengen lui-même que les conditions de son application. Bon. Si on supprime d'abord l'idée que les migrants viennent parce qu'il y a Schengen... Sans forcément supprimer, juste mais réformer je vais Schengen. m'expliquer. D'abord, cette idée que les migrants viennent en nombre en Europe parce qu'il y a Schengen est tout simplement stupide. Il n'y a pas un migrant qui a lu le code Schengen, qui est tombé amoureux du code Schengen et qui s'est dit « je viens en Europe parce qu'il y a Schengen ». Non, ils viennent en Europe comme partout ailleurs dans le monde parce qu'ils sont persécutés. À chaque fois que vous avez des États qui torturent, qui exécutent, qui décapitent, ou des groupes terroristes, vous avez des personnes qui prennent le chemin de l'exode parce qu'elles sont persécutées. C'est vieux comme l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas parce que vous décidez à un moment donné de faire des contrôles partout aux frontières que vous allez empêcher ces mouvements de population. Et par ailleurs, la France est une terre d'asile pour tous ceux qui sont persécutés, et je n'ai pas entendu d'ailleurs que quiconque proposait de remettre cela en cause. En revanche, Schengen est mal appliqué. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est appliquer les règles de Schengen en Italie, à l'arrivée des migrants en Italie, c'est-à-dire prendre des empreintes digitales, les inscrire dans la banque Eurodac pour permettre les processus de réadmission et avoir une politique européenne de l'asile. Donc la question, c'est pas de faire Schengen 2, comme certains le proposent, ou de remettre en cause Schengen, c'est de faire en sorte que les règles de Schengen soient appliquées et que lorsqu'il y a des améliorations à apporter, elles soient modifiées. Je prends un autre exemple dans la lutte contre le terrorisme. Moi, je serais assez favorable à ce qu'on modifie un certain nombre de dispositions du code Schengen pour pouvoir faire sur un certain nombre de vols en provenance de pays qui peuvent poser problème, des contrôles plus systématiques, y compris de nos ressortissants. Mais ça, on peut le faire par une modification du code Schengen. Et Schengen face au terrorisme, c'est un plus considérable. Parce que si demain je n'ai plus Schengen, je n'ai plus système d'information Schengen, je ne sais plus... je n'ai plus aucune information des pays dans lesquels transitent les terroristes. Il n'y a plus de banque de données qui nous permettent de travailler ensemble. Est un allié dans la lutte contre le terrorisme. Mais Schengen est une solution. Je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre des exemples très concrets. Lorsque vous avez un terroriste qui est parti de France et qui est parti de France en partant à partir d'un autre aéroport parce qu'il avait peur d'être contrôlé en France, le système d'information Schengen me permet immédiatement, y compris l'inscription au fichier des personnes recherchées, demain le PNR européen, de savoir que cette personne est partie d'ailleurs. Des djihadistes qui partaient de France pour aller faire le djihad, vous aviez dit qu'il y en avait 930, le Premier ministre a parlé de plus de 1000. Est-ce que vous avez de nouveaux chiffres? Non, le chiffre le plus récent, c'est effectivement plus de 1000. Le nombre de ceux qui sont concernés par ces activités terroristes a augmenté de 82% depuis le début de l'année 2014. C'est un phénomène que connaissent
la plupart des pays de l'Union européenne, pour des raisons qui tiennent à l'efficacité. Oui, bien entendu. Bien entendu. Et donc, la volonté qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que l'on puisse stopper ces départs. Parce que ceux qui partent fréquentent les décapitations, les exécutions en nombre et reviennent animés par le seul instinct de la violence. Et donc ça, il faut y mettre fin. Justement, dernière question, Katel. Est-ce qu'ils reviennent, justement, vous parlez est-ce qu'ils reviennent refaire un djihad en France? Est-ce qu'il y a cette probabilité? Est-ce qu'il y a un niveau du danger qui... Pas tous, mais un certain nombre, oui. Comment est-ce que vous... Parce que quand ils ont encore une fois rencontré la violence et rien d'autre, et qu'ils reviennent animés par le seul instinct de la violence et de la haine, effectivement, ils peuvent commettre ces actes. Et encore une fois, si nous prenons 100% de précautions, sur ce sujet comme sur d'autres dont on parlait au début de l'émission, il peut y avoir, à un moment donné, malgré tout, des risques qui se présentent. Alors justement, d'un mot, et donc il faut être vigilant. Est-ce que vous évaluez, comment est-ce que vous qualifiez le danger terroriste aujourd'hui en France? Je le qualifie de sérieux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une vigilance maximale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que nous adoptions des dispositions législatives qui permettent la protection des Français dans le respect rigoureux des libertés publiques. Un aval assez général, droite, gauche, centre, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Katel. Donc Perrine Ternaux arrive maintenant pour évoquer le climat politique, avec bien sûr le bras de fer sur la ligne que doit suivre le gouvernement. Sandra Cerquera. Manuel Valls est passé à l'offensive, imposant sa politique clairement sociale libérale, allant jusqu'à vouloir changer le nom du Parti socialiste, se disant même prêt à s'ouvrir au centre. Autant de provocations pour l'aile gauche du parti. Les idées de Manuel Valls, celles qu'il les a exprimées récemment, sont très minoritaires. Bon. Et elles sont très passéistes en plus de ça. Je veux dire, cette espèce de cocktail idéologique qui serait une pincée de Gerhard Schröder, une pincée de Tony Blair et un gros socle de Clémenceau, m'apparaît extrêmement daté. Et si le Premier ministre considère que être de gauche aujourd'hui, c'est pour lui un obstacle, bon, qu'il en tire, lui, les conséquences. Le rang des frondeurs ne cesse de grossir. Il y a désormais des anciens ministres qui s'abstiennent sur le budget. C'est inédit. Luc Carvounas invite les opposants à rentrer dans le rang. Il faut que chacun soit en responsabilité dans le sens que nous sommes au pouvoir. Les Français ne comprennent pas ce que nous faisons. Quand ils s'abstiennent dans le vote, ils nous disent « vous n'êtes pas en capacité de gouverner ensemble, comment vous pouvez gérer nos problèmes ?» Il faut vraiment qu'on revienne à raison et qu'on retrouve cette dynamique qui était la nôtre au moment de juin 2012. Une énième crise, c'est du pain béni pour l'UMP, qui se gausse des difficultés de la majorité. Il y a une majorité de circonstances, de gens qui ont peur d'être dissous et d'être écrabouillés aux élections, et donc le gouvernement ne tient plus que comme ça. Mais il n'y a plus de majorité d'idées. Le résultat des courses, c'est qu'on a tous le sentiment d'un désordre institutionnel extrêmement grave. Seule solution possible pour l'opposition, la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais ce serait une menace de plus pour le gouvernement, déjà mal en point. On est dans un flou. On ne sait pas qui gouverne. Il y a une sorte de vacance du pouvoir qui est très anxiogène parce qu'on est en période de crise. On a un président qui n'assume pas d'être président et un Premier ministre qui n'assume plus tout à fait d'être Premier ministre, qui veut être un petit peu au-dessus. Donc en fait, chacun, on est au même niveau. C'est un match de boxe, quoi. Les deux boxeurs sont sur le ring. Maintenant, ils sont au même niveau. Ils vont se taper dessus. Et on commence juste à voir le début de ça, de l'affrontement. Les ambitieux aiment avoir un train d'avance. Chez les socialistes, on est déjà dans l'après-Hollande. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir fait une croix sur la candidature du président en 2017. Voilà, alors sans doute pas vous, Bernard Cazeneuve, mais vous allez répondre maintenant aux questions de Perrine Ternaux. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel, bonsoir Bernard Cazeneuve. Bonsoir. Alors sur la division d'abord au sein du Parti Socialiste, dernier vote en date, c'était mardi à l'Assemblée nationale, 34 députés socialistes qui se sont abstenus sur le budget de la sécurité sociale. Alors certes, c'est 5 de moins que la dernière fois, mais dans ces abstentionnistes, on retrouve Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, vos anciens collègues du gouvernement, que leur répondez-vous ? Mais moi je suis avant tout soucieux de valoriser ce que nous faisons. Et je pense qu'il est préférable de regarder les actes plutôt que de camper systématiquement dans des postures. Qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous sommes au gouvernement ? Et je le dis notamment à mes anciens collègues qui prétendent, ou en tous les cas souhaitent, camper à la gauche du Parti socialiste. Nous avons décidé de remettre l'éducation nationale qui avait été considérablement affaiblie en situation
de former dans de bonnes conditions les jeunes générations. Nous avons créé 60 000 postes. D'ailleurs, Benoît Hamon le sait très bien, qui s'était réjoui de ces décisions lorsqu'il était il y a encore 6 semaines ministre de l'Éducation nationale et avait préparé une remarquable rentrée scolaire. Nous avons décidé de mettre en place un plan pauvreté de 2,5 milliards d'euros pour les plus pauvres de nos concitoyens. Nous avons décidé, là où il y avait une justice et une politique de sécurité à la peine, de recréer des postes, et non seulement des postes, mais de donner des moyens à la justice et à la police et à la gendarmerie pour qu'elles puissent accomplir leur mission régalienne dans de bonnes conditions. Oui, mais je me permets de le leur rappeler, parce que c'est ça la politique que nous conduisons. Et plutôt... Donc ils sont dans quoi? Dans une stratégie de suicide Vous leur poserez la question. Moi, vous me demandez de leur répondre. Donc je le fais bien volontiers, et je leur réponds en leur disant, voilà ce que nous faisons. Et pour ce qui concerne mon département ministériel, et mon prédécesseur s'était mobilisé pour cela, et j'ai repris ces sujets en les mettant sur les métiers pour qu'ils se transcrivent en texte de loi. On met en place une politique de l'asile qui doit permettre de réduire le temps de traitement des dossiers des demandeurs d'asile de 24 à 9 mois. On crée des postes au sein de l'OFPRA pour que le traitement des demandeurs d'asile soit digne de ce nom. On reconnaît davantage leurs droits. On crée plusieurs milliers de postes, de places supplémentaires en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Mais tout ça, je le dis à toute la gauche, plutôt que de passer son temps mais le bilan, ça n'est pas que ça. Oui, mais enfin, le bilan, c'est ce que nous faisons. Il y en a au gouvernement qui reconnaissent un échec, notamment sur le chômage. Je parle de François Rebsamen. Oui, mais il y a une situation... Absence de croissance. Mais attendez. Vous me posez la question de savoir si nous sommes un gouvernement de gauche ou pas, et si nous avons des raisons d'être fiers de ce que nous faisons ou pas. Je vous réponds. Je vous réponds, voilà ce que nous faisons. Et vous me demandez les ministres ce que je pense, du positionnement des ministres démissionnaires. Donc je leur dis sincèrement, voilà ce que nous faisons et voilà ce que nous avons fait ensemble aussi lorsque vous étiez au gouvernement et visiblement fiers de ce que vous faisiez. Bon, donc je réponds cela. Ensuite, il y a un deuxième paquet de questions qui concerne la politique économique et sociale. Et sur la politique économique et sociale, vous avez effectivement une situation dans laquelle il y a du chômage qui est un véritable cancer pour la société française. Et puis avec un aveu d'échec quand même du ministre chargé du travail, François Rebsamen. La lutte contre le chômage dans une Europe qui ne connaît pas de croissance, et vous avez vu que même l'Allemagne, que l'on a l'habitude de présenter comme le très bon élève de l'économie européenne, est aujourd'hui dans une situation de croissance zéro. Bon, alors qu'est-ce que François Rebsamen annonce finalement d'autres échecs, par exemple sur... Mais donc nous menons... Pas de reprise. Nous menons un combat au sein de l'Union européenne pour faire en sorte que la politique de l'Union européenne soit réorientée. Et plus la France sera forte en Europe, c'est-à-dire plus elle aura fait son devoir de rétablissement de ses comptes publics et fait les réformes d'une part, et d'autre part, plus le président de la République sera fort d'une majorité qui veut avec lui la réorientation de l'Union européenne, plus nous serons en situation d'accélérer le calendrier de cette réorientation. Donc tous ceux qui tapent du poing sur la table, et je ne suis d'ailleurs pas loin de les soutenir, pour dire l'Europe doit emprunter un autre chemin, et qui souhaitent que le président de la République réussisse cette réorientation, serait bien inspiré de l'aider à la réussir. Ah bon, vous pouvez soutenir quand même certains des frondeurs en tapant du poing sur la table. Mais je ne dis pas que je soutiens certains. Ce n'est pas ce que je viens de dire. Je viens de dire sur la réorientation de l'Europe. Mais pourquoi le président de la République, quand il demande la réorientation de l'Europe pour davantage de croissance, n'est-il pas socialiste? Lorsque nous souhaitons que l'Union européenne s'engage vers une grande politique d'investissement public qui permette à l'économie européenne de se doter des atouts de sa compétitivité, n'est-on pas déterminé et de gauche? Et lorsque un certain nombre de socialistes demandent à ce que cela aille plus vite, ce que l'on peut comprendre, je leur dis simplement qu'ils seraient mieux inspirés, s'ils veulent que les choses aillent plus vite, de soutenir davantage le président de la République dans son chemin. Alors Bernard Cazeneuve, puisque vous avez été ministre du budget, on peut saluer peut-être aujourd'hui la performance de Bercy, puisque sans économie nouvelle, le gouvernement vient de décrocher l'approbation de la Commission européenne. Paris n'a pas à revoir sa copie. Est-ce qu'il y a un magicien à Bercy? Mais il n'y a pas de magicien à Bercy. À Bercy, il y a une rigueur et une exigence. Ce serait bien, peut-être. Non, ce ne serait pas bien. Parce que ce n'est pas avec de la magie qu'on résout les problèmes d'un pays. C'est avec de la détermination, de la rigueur, de la vérité. Et nous avons engagé une politique d'économie budgétaire. Cette politique d'économie budgétaire, nous l'avons engagée parce que c'est la condition du rétablissement de nos comptes. Je
Je voudrais donner 3 chiffres qui montrent l'effort qui a été accompli et qui sont 3 chiffres que je présente à l'opposition. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, l'augmentation de la dépense publique était d'1,7% en période 2007-2012. Monsieur Sarkozy, qui prétend revenir pour régler tous les problèmes de la France, et notamment la question de ses déficits et des dépenses publiques, a augmenté la dépense publique de 170 milliards d'euros lorsqu'il était président de la République. C'est ça la réalité. Le budget que j'ai présenté en 2014, c'était 0,9, c'est-à-dire une division par 2 du rythme d'augmentation de la dépense publique. Et cette année, on est à 0,2. Donc l'Europe voit bien qu'il y a un effort de maîtrise de la dépense publique. Elle voit l'exécution de nos budgets. Et elle voit par conséquent que nous exécutons nos objectifs. Et que si les déficits ne diminuent pas, ce n'est pas parce que nous ne maîtrisons pas la dépense, c'est parce qu'il n'y a pas de croissance. Et l'Europe commence à se rendre compte aussi que le fait qu'il n'y ait pas de croissance pose des problèmes à un certain nombre de pays de l'Union européenne. Et l'Europe, c'est ça. À condition d'être fort dans l'Europe, d'être déterminé, d'être capable de faire entendre sa voix. Dans ce contexte, est-ce qu'il reste des marges de manœuvre pour François Hollande pour rebondir? Mais la marge de manœuvre... Puisque Bruxelles continue à nous réclamer des réformes de structure. Mais d'abord, les réformes de structure, nous les faisons pour nous-mêmes. Nous ne les faisons pas parce que Bruxelles nous les réclame. Nous les faisons parce que nous sommes la France, que nous avons un rôle particulier à jouer au sein de l'Union européenne, que l'Union européenne ne peut pas avancer s'il n'y a pas un moteur franco-allemand qui fonctionne. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que notre attachement au moteur franco-allemand, la volonté que nous avons de redresser nos comptes, doit nous conduire à capituler face à une Europe qui ne va pas assez vite et assez loin sur les politiques de croissance, sur les politiques d'investissement. Donc nous menons tous ces combats à la fois. Et ces combats, il faut les mener avec détermination, mais aussi avec crédibilité. Mais on dit que l'idée que l'Élysée cherche des idées et que Jean-Pierre Jouyet aurait adressé à tous les ministres un appel à projet. Qu'est-ce que vous lui avez proposé? Mais nous cherchons des idées en permanence, parce que ce n'est pas parce que nous gérons un pays avec la volonté de bien le gérer qu'il est tout d'un coup interdit de réfléchir, d'imaginer, de proposer. Donc moi je lui ai proposé d'engager le pays dans une grande réforme de l'administration territoriale de l'État. Nous en avons besoin pour la proximité et nous en avons besoin pour l'efficacité de l'État. 2 dernières questions pour finir. 2017, Michel Rocard qui déconseille à François Hollande de se représenter. Est-ce qu'il parle d'évidence, Michel Rocard, au vu de la cote de popularité du chef de l'État? Mais c'est une décision qui appartient au président de la République. Moi je vois un président de la République qui est tous les jours sur le métier, qui a une profonde conscience de ce qu'est la situation du pays, et qui aime profondément son pays et les Français, et qui prend des risques, et ne manque pas de courage. Et la vérité, un jour, finit toujours par apparaître. Vous savez, François Mitterrand m'avait dit dans les années 94, lorsque je me suis engagé en politique, sachez une chose, c'est qu'en politique, on apparaît à la fin toujours pour ce qu'on est. Même quand il y a des bourrasques, même quand on prend des paquets de mer, à la fin... Même quand on prend des sauts de pluie. Bien sûr, et à la fin, les choses finissent par apparaître pour ce qu'elles sont. François Bayrou, il juge la dissolution inévitable. Que lui répondez-vous? Je réponds à François Bayrou que j'aime bien et avec lequel... Avec lequel vous auriez aimé travailler, comme Manuel Valls? C'est un homme de qualité. Moi, je ne suis pas dans l'invective. Qui aurait toute sa place dans la maison des progressistes définie par Manuel Valls. Je vous ai dit que c'est un homme de qualité. Je ne vous ai pas dit autre chose. Donc je vous laisse libre de vos extrapolations. Je réponds à François Bayrou et vous allez voir que la qualité que je lui reconnais n'est pas nécessairement un accord avec lui, qu'il a tort de spéculer. Parce que la démocratie, ce n'est pas une spéculation permanente. Il y a une majorité. Cette majorité, elle a été élue démocratiquement, comme le président de la République l'a été. Et ce ne sont pas les sondages qui peuvent se superposer ou se substituer aux élections en permanence. Parce que sinon, il y a une élection par jour, puisqu'il y a au moins un sondage par jour. D'accord, donc voilà, le chef de l'État reste le maître des horloges. Dernière question, Perrine. Très rapidement, ce qui nous reste reste 10 secondes. Le chef de l'État reste le maître des horloges, c'est qu'il y a des principes démocratiques et républicains. Et quand on a été élu pour la durée d'un mandat, il peut toujours y avoir des gens qui spéculent sur la démocratie en proposant des dissolutions et des élections tous les jours. Je pense que ce n'est pas une bonne manière de rendre service à la démocratie et à la République. Très bien, écoutez, merci Bernard Cazeneuve. Merci d'avoir été avec nous. Merci Perrine. Bonsoir à tous. Et la semaine prochaine, notre invité sera Gérard Larcher, le président du Sénat. Bonsoir à tous et à très vite.